Asma Mala, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en géopolitique de la tech, vous enseignez à Sciences Po, à Polytechnique, à Columbia. Et ça tombe très bien, nous inaugurons donc un nouveau format pour Marianne TV avec vous. On va se retrouver une fois par mois et dans ce nouveau format, eh bien, je jouerai la Candide, puisqu'on va parler, évidemment, géopolitique, de la tech, ça tombe bien, c'est-à-dire des sujets que peu de gens connaissent, moi encore moins, et vous allez tout nous expliquer un peu sur le thème de, vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et nous, on va essayer, voilà, d'aller vers la lune. Vous allez nous emmener là, et on va commencer cette série par le sujet dont tout le monde parle actuellement. Évidemment, tout le monde l'a testé, mais moi j'ai essayé ChatGPT. Voilà. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Alors, j'ai lu un texte très intéressant d'Étienne Klein expliquant que le problème que posait ChatGPT, c'est tout simplement que nous ne comprenons absolument pas comment ça marche et que ça humanise l'intelligence artificielle, alors même que c'est une intelligence artificielle qui parle sans comprendre ce qu'elle dit. C'est ce qui est en fait vertigineux et que nous avons du mal à intégrer quand nous voyons ce qui est répondu par cette intelligence artificielle. Et ce qu'il disait dans son texte, c'est que en fait, ça finit par détruire notre foi en la science, puisqu'il y a une apparence magique et que nous ne cherchons pas à comprendre comment ça marche. Alors on va justement chercher à comprendre comment ça marche, ChatGPT. C'est très intéressant la remarque et l'analyse d'Étienne Klein, parce que ça pointe l'idée que ce fantasme, en tout cas, que l'intelligence artificielle aurait une conscience, une pensée, des émotions. Et donc, en fait, on projette sur une technologie en fait, nos propres fonctionnements. Et c'est là l'erreur, parce qu'en effet, bien qu'elle donne l'impression qu'en effet, elle semble simuler une discussion, une conversation, des émotions, des états d'âme, un ton particulier, d'ailleurs qui se fabrique par mimétisme en réalité, ça ne reste qu'un outil technique et des algorithmes derrière. Et c'est absolument ça qu'il faut avoir très clair en tête, c'est que les IA, les intelligences artificielles en général, celles dont on parle aujourd'hui, ce sont les intelligences artificielles dites génératives, c'est-à-dire qui génèrent du contenu. Aujourd'hui, c'est du texte, demain, ça peut être de la voix, des émotions. Il y a aussi les vidéos, les deepfakes, les fameux deepfakes dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Et donc, toutes ces intelligences artificielles qui génèrent du contenu peuvent donner une impression de réalité, un réalisme technologique en réalité, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là, qui est en fait notre propre piège de projeter sur ces machines-là nos propres fonctionnements. En revanche, les résultats sont assez bluffants en effet, et c'est ce qui donne en fait ce flou de la frontière entre ce qui est technologique et humain dans une forme d'hybridité qu'il faut absolument reclarifier. Les intelligences artificielles aujourd'hui sont dites faibles, étroites, pour des usages très spécifiques, et ce qui donne cette impression de réalité, d'émotion, d'autonomie de pensée, disons, cognitive, c'est que tout simplement dans son entraînement, elle a aspiré pratiquement tout le web, tout Internet, et après par toute la construction des jeux de données, des algorithmes, des filtres qui ont été installés dans l'architecture technologique et technique de l'outil. En effet, on a une capacité, l'IA, ChatGPT en l'occurrence, a une capacité, si vous voulez, à s'adapter, à articuler, mais en effet sans comprendre le contexte. Et on pourrait dire, c'est une bonne chose qu'elle ne comprenne pas le contexte. Et en effet, ça veut dire que d'une certaine façon, si on décortique le fonctionnement, c'est assez bête et méchant à la fin des fins. Mais en fait, je me demande, et c'est là toute la complexité des sujets, où on ne peut pas les résumer à quelque chose de complètement binaire, c'est qu'en même temps, parce qu'elle ne comprend pas le contexte, donc elle est aussi dangereuse, parce qu'elle ne sait pas non plus s'adapter. Alors là, il y a plein de trucs dans ce que vous venez de dire. Première chose, quand vous dites que c'est une intelligence artificielle, une IA faible, précisez ce que ça signifie, ce que ça recouvre, ce serait quoi une IA forte? Alors en anglais, on appelle ça les narrow AI. C'est vraiment les intelligences artificielles, donc des solutions de type ChatGPT, et qui sont construites, conçues sur des tâches spécifiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore ce qu'on va appeler les intelligences artificielles générales ou généralisées.
ce qu'on a appelé à un moment donné les IA fortes, c'est-à-dire qu'ils sont capables à un moment donné de prendre en charge l'ensemble du spectre des tâches humaines. Aujourd'hui, les IA sont ciblées. Donc vous voulez dire que ChatGPT, en fait, n'est faite que pour collecter des données sur le web et les restituer, ce qui est une tâche précise, c'est ça? Elle fait d'autres choses, elle fait des résumés, elle peut faire de la recommandation, et tout dépendra d'ailleurs de la façon dont nous, d'un point de vue d'ailleurs politique, technologique, économique, allons orienter ces usages-là. Mais ça reste des usages spécifiques, c'est-à-dire que l'on va définir dans un périmètre donné. L'enjeu, en réalité, et la question est très intéressante, parce que l'enjeu, c'est pas tant les IA, disons, étroites, faibles. Le vrai enjeu, le vrai projet politique et en réalité idéologique derrière, et qui est porté par les entrepreneurs de la tech américains, ce sont les IA générales. Ce sont les IA fortes. Ce serait quoi, ça donne quoi? Qu'on puisse s'imaginer une IA générale, elle fait quoi? Elle ressemble à quoi? Alors, elle peut ressembler parfaitement, par exemple, si on prend l'exemple de ChatGPT, mais si ChatGPT devenait général un jour, prenons un exemple. Je précise, cela dit, que l'on n'en sait fichtrement rien. L'avenir est une boîte noire, l'algorithme est une boîte noire, mais l'autre boîte noire, c'est bien notre avenir. Et ça sera une surprise de toute façon. Eux-mêmes ne le savent pas en réalité. C'est vers là qu'on tend, c'est vers là qu'un certain nombre d'ingénieurs et de data scientists tendent, mais ce que ça va donner concrètement, on ne le sait pas encore, on en aura la surprise. Mais prenons un exemple, essayons de projeter quelque chose d'un peu matérialisable. ChatGPT aujourd'hui, vous allez sur l'app, enfin la version bêta en tout cas, vous allez simuler une conversation. Bon, vous allez poser des questions, rebondir, discuter, faire des remarques, il va réagir, etc. Par parenthèse, la version de Microsoft a été un échec total et complet. On pourra peut-être y revenir, c'est très intéressant. Ça veut dire que la technologie n'est pas encore mûre. Mais mettons qu'elle devienne à terme générale, ça voudrait dire que, mettons que vous cherchez pour l'un de vos enfants, demain, un stage. Vous allez entrer typiquement sur ChatGPT, vous allez dire « je cherche un stage pour mon fils de X années dans tel secteur, dans tel endroit ». Potentiellement, cette IA générale va faire la recherche des stages, trouver tous les stages, postuler au stage, faire les visas, tout faire pour vous. Ah oui, potentiellement, ça peut être ça. Ça devient totalement énorme, quoi. Totalement. Ça devient vertigineux. Parce que tout à l'heure, vous disiez une intelligence artificielle va mimer en fait nos émotions. Et j'étais en train de penser qu'on a déjà des intelligences artificielles qui créent de la voix. Oui. On peut faire lire des articles de journaux, par exemple, par une intelligence artificielle, ce qui permet de faire des podcasts, des choses comme ça. Donc, imaginons demain une intelligence artificielle, en fait, ChatGPT connecté avec cette voix. Oui. Comment on détecte que c'est une intelligence artificielle? C'est-à-dire, quand vous êtes... Parce que, évidemment, si vous le tapez sur votre ordinateur, ça va, mais on est dans le métaverse, ce genre de truc. Alors, le métaverse, on verra. J'y suis pas encore et je pense pas que ça va exister tout de suite, mais on entre dans quelque chose où, finalement, il devient indétectable de savoir si on a en face de soi un être humain ou, oui. un algorithme. Oui, la question est intéressante parce que c'est la question de la combinaison des IA génératives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont encore en silo. C'est-à-dire qu'on a ChatGPT d'un côté, on a les deepfakes de l'autre, on commence à avoir les IA de détection d'émotions au-delà de la reconnaissance faciale, donc c'est le cran d'après. D'ailleurs, ça pose des questions politiques. Alors, on va y revenir parce que justement, cette question de détection d'émotions, oui, c'est énorme. Le sujet est énormissime et l'enjeu aussi pour nous, démocratie occidentale, c'est de voir la ligne de clivage idéologique versus les techno-autoritarismes qui, eux, ont déjà en Chine installé ça depuis et testent ça d'ailleurs sur les Ouïghours, etc. Mais cela dit, Israël aussi teste la reconnaissance des émotions pour détecter les terroristes. Absolument. Et en Chine, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a commencé... un des terrains d'expérimentation sont les écoles, pour orienter les étudiants, ou les élèves, en fait, même pas les étudiants, sur est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont à l'aise, est-ce qu'ils ne sont pas braqués, etc. Donc, ça peut aller assez loin sur les enjeux de technosurveillance, d'ailleurs, de la population.
parce que les technologies sont duales. Et donc là où elles sont des instruments de projection de puissance, elles sont aussi des instruments de pouvoir sur nos propres ou leur propre population. Mais je ferme la parenthèse. Oui, on y revient après, parce que ça ouvre des dizaines de trucs. Ça ouvre énormément de sujets et de lignes de réflexion, mais sur la question de la combinaison. Donc aujourd'hui, les IA génératives dont on parle tant sont encore en silo, chacune, si vous voulez, un peu dans son périmètre, dans son coin, dans ses usages. Le vrai sujet, ou un des vrais sujets, ça va être la combinaison de toutes ces IA-là. Et en effet, on aura une capacité à produire du faux, de bout en bout. Ouais. C'est-à-dire de la voix, de la pensée, enfin du raisonnement, de la voix, de l'émotion, de la vidéo, de quelque chose de parfaitement articulé et qui simule l'humain. Et d'ailleurs, l'un des exemples les plus aboutis de ce point de vue-là sont les deepfakes. On a eu un deepfake récemment de Biden, ce qu'on a vu au Burkina Faso en campagne d'influence contre la France. Au début de la guerre d'Ukraine, le deepfake de Zelensky qui a très vite été démenti. Et toute la difficulté, c'est que non seulement ça peut devenir des outils de désinformation et de manipulation des opinions absolument massives, c'est la massification de ces techniques-là, d'une part, et puis d'autre part, ce que vous évoquiez, c'est la capacité à débunker. Quand c'était des fake news, qu'on était capable de ressourcer, de voir de la manipulation, bon, on avait un sujet d'échelle, mais on y arrivait quand même. Vous avez des journalistes qui font du fact-checking, qui le font très très bien, en France en particulier, etc. Mais quand vous avez toute la construction du narratif et du support de ce narratif qui est en fait fake de bout en bout, comment est-ce qu'on va détecter que ceci est faux et pas vrai? Ça va être, plus les intelligences artificielles vont être sophistiquées, plus ça va être difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Oui, j'étais en train de penser, on en est encore pour l'instant à avoir des imitateurs comiques qui tentent de piéger les présidents pour savoir ce qu'ils racontent et pour leur faire dire des horreurs. Le jour où vous avez une intelligence artificielle qui arrive à imiter parfaitement la voix d'un chef d'État, ça va devenir beaucoup plus simple. Et on y est déjà, celle de Joe Biden oui, est assez bluffante. Et puis, donc il y a ça. Et puis après, sur la question de la désinformation et des manipulations de l'information dopée à l'IA, on est capable aujourd'hui, potentiellement, de construire des écosystèmes d'information et de désinformation en entier, c'est-à-dire des sites miroirs, des faux sites qui contiennent et qui encapsulent des faux articles, des faux liens. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire site miroir? C'est un site qui ressemble parfaitement... Marianne, mais en faux. Ah oui, c'est-à-dire vraiment un faux site Marianne, il y a tout faux. Et mais avec les articles, l'architecture, renvoyant vers des liens, des vidéos fausses. Potentiellement, on peut aller là. Créer des écosystèmes d'informations fausses de bout en bout, de façon industrialisée, puisque l'IA, c'est ce qu'elle permet, c'est des gains de productivité énormes. C'est-à-dire, en quelques secondes, en quelques minutes, pouvoir en fait démultiplier ce que les humains font sur un temps beaucoup plus long. Alors, revenons à cette histoire de surveillance, parce que on a un principe, on vient de le dire, de manipulation tout à fait possible. D'abord, il y a quand même une idéologie qui est à l'œuvre dans ChatGPT. Tous les journaux sont amusés à poser des questions pour montrer que ChatGPT est totalement woke, bienveillant, ça, c'est très intéressant, cette question du woke, etc. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, pour l'instant, incarne ce qui est censé être le bien aux États-Unis, si j'ai bien compris. Mais le bien, alors, la question idéologique, elle est fondamentale. En fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que la technologie, c'est pas la technologie en soi, c'est ce qu'elle encapsule comme normes, comme valeurs, comme vision du monde et comme bataille idéologique qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et alors, de ce point de vue-là, disons qu'il y a 3 grands niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, très macro, c'est le camp occidental, avec évidemment les États-Unis, versus, disons, ce qu'on va appeler les techno-autoritarismes, Chine et Russie en premier lieu. Donc ça, c'est la première ligne de clivage idéologique. Et d'ailleurs, dans le cyberespace, il y a un mot pour ça qui s'appelle le splinternet. C'est la fragmentation du cyberespace, c'est-à-dire de l'Internet global, en autant de blocs idéologiques. Et de fait, l'écosystème tech chinois s'est construit derrière son firewall chinois, sa muraille de Chine numérique, on va dire. La Russie tente depuis quelques années maintenant de déconnecter son réseau, avec plus ou moins de bonheur. Ça ne marche pas tout à fait encore. Mais par ailleurs, ils ont aussi l'arme de la censure dans ces régimes-là. On peut censurer des mots, des réseaux, des applications, etc. ChatGPT vient d'être interdit officiellement en Chine, par exemple. Et nous,
Et nous et notre modèle. Quel est notre modèle politique à nous, aujourd'hui, nous, démocratie? Et c'est là où on a des réflexions absolument majeures à mener. Et pour faire rebond sur la question de la technosurveillance, il ne faudrait pas que, par ces outils-là, par cette technologie qui est par nature duale, voire même omni-usage, qu'elle devienne en réalité un outil de coercition et qu'il nous fasse converger vers les modèles qu'on critique. C'est une réflexion majeure à poser chez nous, dans nos démocraties, sur la question typiquement de la technosurveillance, par exemple, qui est l'une des lignes de clivage ou principale dans cette réflexion de ce qui fait la singularité de notre modèle. Quand vous dites que c'est dual, toutes ces intelligences artificielles sont censées, enfin, nous sont présentées de façon totalement anodine et sympa. On a eu cette histoire de toutes ces applications où on pouvait se vieillir, donc reconnaissance faciale en fait, qui permettait de s'amuser à se voir à 70 ans, 80 ans, etc. Maintenant, on a ChatGPT, tout le monde s'amuse à poser des questions. Etc. D'abord, on fait progresser l'IA comme ça, bien entendu, mais au fond, quel est le but exact, au-delà du côté sympathique, etc. Les gens qui créent ça le font dans quel objectif? Ça dépend des gens. Et on revient à la question idéologique. Donc il y a la première ligne de clivage est idéologique, mais surtout elle s'installe ou elle s'encapsule dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, la rivalité entre les deux blocs, ces deux empires-là, se joue sur la question technologique, se joue en particulier sur la question de l'intelligence artificielle et en particulier sur la question des semi-conducteurs. C'est ce qui explique en fait l'ensemble des interdictions récentes de l'administration de Biden, mais en fait qui étaient bien plus latentes et précédentes à ça. Ça a commencé en fait en réalité toute cette réflexion sur disons l'ennemi chinois sous Obama en réalité. Oui. Mais donc aujourd'hui, il y a une cristallisation de cette compétition stratégique entre les deux sur la question de l'IA et en particulier dans ses usages militaires. On y reviendra peut-être, parce que le sujet là est fondamental et géopolitiquement absolument fondamental. Après, il y a le deuxième champ, ou le deuxième niveau de lecture idéologique qui est en fait porté par des camps politiques. Donc là, c'est la politique intérieure américaine entre les woke, les anti-woke, l'alt-right, les démocrates, etc. Par exemple, aujourd'hui, une des critiques qu'on fait à ChatGPT, c'est d'être justement woke. Et donc de véhiculer une idéologie woke. Et donc on a toute cette articulation politique, mais de politique intérieure et des débats intérieurs aux États-Unis. Et puis enfin, et surtout, la construction de ces technos dépend aussi de la vision de leur patron. Et là, à la tête de ChatGPT a été développée par une start-up qui s'appelle OpenAI. Et le patron et cofondateur de cette start-up s'appelle Sam Altman. Et c'est très intéressant de lire Sam Altman parce que, et ça expliquera peut-être aussi le retard européen, Sam Altman est un entrepreneur, mais Sam Altman surtout est un idéologue. Il a une vision du monde très claire. Comme d'ailleurs tous les patrons des GAFAM. Exactement. Ils ont tous une Musk, vision. Bezos. Et ça compte. Ça compte parce que quand ils développent une technologie, ils ne la développent pas simplement pour gagner des marchés, ils développent pour asseoir leur vision du monde. Et elle est très claire. Sam Altman, typiquement, lui travaille à cette IA générale, pense qu'elle va potentiellement, bien qu'il ne cesse de dire que le capitalisme est l'un des meilleurs systèmes au monde, etc., pense que ça va casser le capitalisme, qu'il va falloir penser le post-capitalisme, quand il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et donc il y réfléchit, il a des réflexions très intéressantes sur la taxation des IA, des startups, des fonds d'investissement, etc. Donc en gros, vous êtes en train de m'expliquer que Sam Altman a à peu près la même vision du monde que celle qui a émergé en 1995 lors du premier forum State of the World sur l'état du monde. En 1995, donc il y avait Bush, il y avait Gorbatchev, il y avait Thatcher, ils étaient tous, il y avait Clinton et tout. Et ils discutaient entre eux et ils sont arrivés à l'idée que, en gros, à terme, avec le numérique, il y aurait du travail pour 20% de l'humanité et que 80% de l'humanité servirait à rien. Il faudrait les occuper. Et c'est là que Zbigniew Brzezinski a dit « C'est très bien, on va leur proposer ce qu'il a appelé le tititainment, de tits nichon ». Donc c'est l'allaitement, donc on abreuve de lait maternel. Et ce lait, c'est l'entertainment. Donc on va abrutir les masses pour qu'elles ne disent rien, avec le revenu universel derrière. Donc en fait, c'est cette vision-là.
Ça peut être cette vision-là. Il ne va pas jusque-là, Sam Altman. Sam Altman, après, on pourrait aussi rétorquer qu'il y a aussi tous les travaux de David Graeber, par exemple, Oui. sur les bullshit jobs, et donc comment est-ce qu'on peut repenser d'autres façons de créer de la valeur économique. Et puis, emploi n'est pas travail. C'est aussi les travaux de Bernard Stiegler. Personne n'a la réponse. Mais ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que ce sont des directions collectives. Donc cette conversation qu'on est en train d'avoir là tout de suite, toutes les deux, elle est fondamentale non pas simplement parce qu'on est là en train d'en discuter parce que ChatGPT, parce qu'il faut que absolument tout le monde s'empare de ces questions-là, qui ne sont pas techniques, qui sont politiques. Et si en effet demain, alors, la question c'était la question de la robotisation à l'époque. Alors ça fait très longtemps qu'on en parle, et puis ça revient régulièrement dans le débat par marotte, à l'aune de telle ou telle anecdote, telle ou telle occasion, etc. Il n'y aura pas de point de rupture, à mon sens, il n'y aura pas de point de rupture historique. La progression, elle est déjà en train de se faire. Les sauts technologiques se font par à-coups, mais en fait sur le temps long. Donc de toute façon, d'un point de vue civilisationnel et anthropologique, je crois qu'on va y aller sans apocalypse. Le monde ne va pas s'effondrer. En revanche, l'accompagnement politique, en termes de politique publique, en termes de réflexion sur le travail, la valeur, l'identité, le statut des individus et des citoyens, est fondamental. Et ça, c'est un sujet qui est en effet assez peu préempté. Et qui est donc porté par qui ? Par les tech entrepreneurs de la Silicon Valley. C'est-à-dire que ce sont des individus avec des boîtes privées qui décident en fait de ce que va être l'avenir de l'humanité. Et qui sont pris dans un triptyque, mon fameux triptyque, modèle technologique, modèle économique, modèle idéologique, qui sont interdépendants. Vos trois angles sont absolument interdépendants, imbriqués. Et donc, cette vision-là, celle de ChatGPT comme celle de Musk, c'est exactement la même logique, s'encapsule dans ce triptyque-là. OpenAI a aussi des obligations de rendement économique. Oui, j'allais vous dire, c'est quoi le modèle économique ? Alors aujourd'hui, ils ont fait des accords avec Microsoft, par exemple, pour intégrer ChatGPT ou une partie de la version du modèle de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing de Microsoft, par exemple. Ils ont des investisseurs, ils lèvent des fonds. Et ce qui est très intéressant dans ce nouveau modèle OpenAI, on n'en parle pas justement de sa gouvernance, c'est une autre forme d'hybridité qui s'ajoute à ce monde hybride, c'est que c'est à la fois un labo de recherche, à la fois une start-up et une entreprise fondamentalement à but lucratif. Et donc, elle vient disrupter quoi d'autre ? En fait, les labos de recherche, les facs, le secteur public, à tel point que même Stanford s'en est inquiété et a demandé des subventions qu'elle a fini par obtenir pour développer une énorme plateforme en open source pour aider les facultés, les universités américaines à ne pas décrocher par rapport au secteur privé et à ce type de nouvelles entités hybrides de recherche, disons, lucratives. Alors, vous venez de prononcer le mot décrochage et immédiatement, je pense, Europe, par association d'idées. Allez savoir pourquoi. Est-ce que nous, on n'aurait pas totalement, complètement décroché là-dedans ? La très grande question de notre souveraineté technologique. Pourquoi ChatGPT n'est pas européen ? Pourquoi d'ailleurs ChatGPT n'est pas chinois d'ailleurs aussi, hein, c'est une autre question très intéressante. Pourquoi ChatGPT n'est pas européen ? Il y a évidemment la question du retard cumulé. Il y a la question de la vision politique et du fléchage de l'innovation. La réponse qu'on a eue, parce que c'est la réponse première, la plus simple, c'est la réponse normative, qui est une forme de défense de la souveraineté. De ce point de vue-là, tous les textes qui ont été adoptés, votés récemment, le Digital Service Act, Digital Market Act, on pourra parler de AI Act, parce qu'on a beaucoup d'actes au niveau de la Commission européenne, sont intéressants parce que dans leur esprit, ils territorialisent des entreprises qui sont américaines, pour la plupart, parfois chinoises. Donc, ils envoient le signal que chez nous en Europe, on va donc respecter les règles et les lois européennes, et puis par ricochet, nationales. Bon, c'est intéressant. Après, la grande question qui va se poser, c'est la mise en œuvre, c'est la faisabilité des textes, c'est-à-dire d'un point de vue capacitaire, avoir les compétences, avoir les bonnes ressources, avoir les équipes, avoir la bonne gouvernance, avoir la réactivité, etc., etc. Quand on sait que Twitter, il n'y a plus personne à Bruxelles, on n'a plus d'interlocuteurs chez Twitter, enfin, donc ça va être très très compliqué de discuter avec des bureaux vides, d'où d'ailleurs le fameux sujet de notre techplomatie,
qui est en fait une diplomatie de la technologie dédiée à ces acteurs-là. Et récemment, l'Union européenne a ouvert un bureau de représentation à San Francisco, dédié à la Silicon Valley, aux startups et aux big tech. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, traditionnellement quand même, la diplomatie, c'était bien entre deux États-nations. Bien sûr. Alors on se souvient qu'il y avait eu justement, on en avait beaucoup parlé à un moment, le Danemark qui avait décidé d'avoir un ambassadeur en 2017 auprès des GAFAM. À l'époque, si je me souviens bien, ils n'avaient plus d'ambassadeur en Grèce, mais ça leur posait aucun problème. Et ils avaient en revanche un ambassadeur auprès des GAFAM, ça c'était important. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que nos géants technologiques sont des acteurs aujourd'hui politiques et géopolitiques, on l'a vu leur rôle dans la guerre d'Ukraine, qui sont absolument fondamentaux. Et en même temps, ils sont américains, et en même temps, ils sont aussi une extension de la puissance américaine. Sam Altman, par exemple, a clairement dit qu'il ne rechignerait absolument pas du tout à collaborer avec le Pentagone qui utilise déjà ChatGPT par ailleurs. Alors, comment le Pentagone peut utiliser ce genre d'intelligence artificielle? Quel est le... Enfin, vous parliez tout à l'heure d'usage militaire. J'imagine que tout ça est totalement secret défense, mais comment on peut imaginer ce que ça donne des usages militaires à quoi ça sert une intelligence artificielle? D'emblée, je vous dirais... Alors, à quoi ça sert une intelligence artificielle dans le domaine militaire? Aujourd'hui, elles existent déjà, elles sont déjà déployées. La guerre d'Ukraine a été une espèce de révélateur de la montée en compétences et en échelle de ces technologies-là qui, de toute façon, sont utilisées. Sous quelle forme? Parce qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait des cyberattaques, etc. Mais sous quelle forme la guerre en Ukraine a-t-elle révélé tout ça? Aujourd'hui, ce sont tous les systèmes, disons, de soutien, de surveillance, d'identification de cibles. Dans la cyberdéfense, par exemple. Pour contrer, monitorer, surveiller des cyberattaques. La question de la reconnaissance faciale avec Clearview. Palantir a été un acteur extrêmement important aussi de la guerre d'Ukraine, l'est toujours d'ailleurs, et a ouvert un bureau d'ailleurs là-bas, pour capter un maximum de données par des satellites, etc., pour en fait permettre l'identification et le ciblage d'un certain nombre d'opérations militaires. Starlink, avec donc les satellites en orbite basse de Musk, qui ont été aussi un système de redondance pour permettre aux armées de continuer à avoir des moyens de télécommunication et de communication entre elles. Les drones, évidemment. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des drones autonomes, c'est-à-dire dopés à l'IA et qui sont, disons, ce qu'on appelle sans humain sur la boucle. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, ou pas officiellement en tout cas, mais ce qu'on voit apparaître en Ukraine, ce sont des drones, disons, préprogrammés ou disons, semi-automatiques. On n'est pas encore, officiellement en tout cas, aux drones autonomes. Donc vous avez soit par les armes, une partie des armes elles-mêmes, ou surtout tous les systèmes de soutien à la captation et au traitement des données. Clearview, c'est très intéressant parce que, et on revient sur cette question des acteurs privés, acteurs de la guerre, sont des boîtes souvent donc américaines, on l'a dit, et qui, d'une certaine façon, dans cette dualité, l'autre dualité, c'est ils sont à la fois en guerre, donc il y a un rôle militaire, mais c'est aussi du business. Et Clearview pose des questions éthiques absolument fondamentales. Clearview, c'est cette start-up américaine qui a développé, qui a construit des fichiers gigantesques contenant des milliards d'informations et d'images permettant la reconnaissance faciale d'un nombre incalculable d'individus dans le monde. Et d'ailleurs qui a été retoqué par un certain nombre de pays parce que illégale et parce que très dangereuse. Et c'est en même temps du business. Et ce qui est intéressant d'un point de vue éthique sur ce qui se passe dans la guerre d'Ukraine avec Clearview, c'est qu'ils utilisent cette technologie-là pour reconnaître les morts. Faire du business là-dessus, ça peut interroger aussi. Donc, et en même temps, ça participe, disons, au rayonnement, à la présence américaine. Donc, vous avez un peu toutes ces réflexions nouvelles qui émergent à l'aune de cette guerre-là, où tout d'un coup, les technologies en général, l'intelligence artificielle en l'occurrence, en fait, cristallise une réflexion inédite et dont on va devoir s'emparer très vite. À tel point que, la semaine dernière, vous avez eu le premier sommet mondial, la première conférence internationale sur les IA et usages militaires, regroupant les États-Unis, la Chine, et appelant, alors un texte très général, qui n'est pas du tout éclaireur d'aucune loi pour l'instant, ou d'aucun règlement international, mais qui donne quelques
grandes lignes sur la nécessité d'encadrer, de réfléchir l'éthique demain des armes totalement autonomes. Vous voulez dire qu'en fait, on va être obligé à un moment donné d'avoir les mêmes réglementations internationales que sur les armes chimiques, Il faudrait. dont on voit bien d'ailleurs que bon, les réglementations internationales n'empêchent pas l'ensemble des États de produire ce genre d'horreur. Donc ça risque pas non plus sur les intelligences artificielles d'être très efficace. Ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce que c'est exactement l'argument des États-Unis qui ont rechigné jusque-là à justement entrer dans ce type de conversation internationale parce que disons justement que ça serait juste l'occasion pour tout le monde de contourner la difficulté et d'y aller quand même. On est vraiment en train de le vivre en temps réel. Donc là, j'ai mis une hypothèse. Discuter, discutable, on verra. Je pense que l'intérêt de ce type de conversation, de lancer des sommets internationaux sur l'éthique, sujet qui revient à la mode, etc., et plus qu'à la mode, qui va devenir vraiment structurant, c'est en fait de garder le contrôle de la discussion, de garder le contrôle du sujet, et de rester toujours, si vous voulez, en leadership des grands principes qui vont, si vous voulez, construire ce qui est probablement la future révolution dans les affaires militaires après la poudre à canon et les armes nucléaires. Donc si je résume, ChatGPT, nous tous, on est en train de regarder, de poser des questions, de se dire « Oh mon Dieu, les élèves sont en train de faire leurs devoirs par ChatGPT, c'est une catastrophe. » Et pendant ce temps-là, on a le monde entier qui est en train de changer sans même qu'il y ait la moindre réflexion politique. C'est totalement flippant. La réflexion politique, elle a lieu, juste pas chez nous. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup Asma. Merci. C'est réjouissant. Et donc on se retrouve dans un mois puisque c'est désormais un rendez-vous mensuel et dans la bonne humeur.